Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. Vous vous définissez, on l'a vu sur votre blog, comme un journaliste politique, politique journaliste. Comment on peut être les deux? Il n'y a pas un problème de posture? Mais écoutez, quand un médecin devient député, il reste médecin. Quand un syndicaliste devient eurodéputé, c'était arrivé assez récemment, il reste syndicaliste. Quand, etc., etc. Alors pourquoi est-ce qu'un journaliste ne resterait pas journaliste quand il devient eurodéputé? Alors je sais très bien pourquoi dans l'esprit de beaucoup de gens. Parce qu'on se dit, ah ben non, un journaliste, ça doit être neutre. A priori, c'est l'idée qu'on peut en avoir, oui. Oui, mais des journalistes engagés, vous n'en connaissez pas? Si. Bah oui. Je les préfère même. Ne tourne pas ta tête à Vous voulez gauche. dire que vous êtes presque moins hypocrite qu'eux. En réalité, vous allez jusqu'au bout de l'idée, vous. Mais c'est pas une question d'hypocrisie. J'ai toujours été engagé dans ma vie professionnelle de journaliste. Je vous donne deux exemples, même peut-être un peu plus. Regardez, dans les années 70, je faisais mes débuts au Nouvel Obs. J'y ai créé, vraiment créé, parce que ça n'existait pas, une rubrique dissidents des pays de l'Est, où je les défendais. Je les défendais. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'étais pas neutre entre le KGB et les dissidents. J'étais pour les dissidents. J'étais pour les dissidents. Ensuite, je me retrouve correspondant du Monde en Europe centrale. Et puis arrive l'affaire Solidarité en Pologne, le premier syndicat libre du monde communiste. Bon, je n'étais pas neutre entre le pouvoir communiste et très vite la dictature du général Jaruzelski et le premier syndicat libre d'un pays communiste. Ensuite, puis je m'arrêterai là. Ensuite, je me retrouve correspondant à Moscou pendant les années de la perestroïka et de Gorbatchev. J'ai tellement défendu Gorbatchev que je suis entré en conflit avec ma rédaction et que j'ai fini par partir en claquant la porte. J'ai démissionné du Monde. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'idée, mais vraiment une idée très commune, très admise, était qu'on ne revenait pas du communisme. Bon. Moi, j'arrive en... Attendez, ça veut dire quoi? En commençant, on ne revient pas du communisme, ça veut dire quoi? Ah, vous voyez, ça vous étonne. Bah oui, forcément, il y a eu le mur de Berlin, il n'y a plus de communisme. Bon. À l'époque, on pensait que... mais vraiment, on le pensait à gauche, on le pensait à droite, les meilleurs intellectuels le disaient, tous. Une fois qu'on l'avait été, c'était pour l'éternité. Accéder pour l'éternité. D'accord. Alors, certaines personnes disaient, mais attendez, même l'Empire romain, ça n'a pas duré pour l'éternité. Pourquoi est-ce que les régimes communistes, les régimes soviétiques, ça durerait pour l'éternité? Oh là là, il est fou celui-là. Non, non, bien entendu que ça va durer pour l'éternité. Et quand Gorbatchev arrive au pouvoir, eh bien, la plupart des gens pensent que très très vite il va tomber et qu'on va revenir au communisme. Et moi, je défends la thèse que pas du tout. C'est la fin du communisme, enfin du communisme européen en tout cas. De l'expérience soviétique. Du soviétisme. Voilà, Ouais. du soviétisme si vous préférez. D'ailleurs, moi je préfère le mot soviétisme. Emilio, toi t'en es revenu, t'es journaliste à l'Humanité. Ça va, on peut rigoler. Non, Emilio, toi tu as regardé, il y a d'autres journalistes qui sont devenus politiques. Ouais, mais déjà, j'ai un point d'accord avec Bernard Guetta, c'est que journalisme et neutre, en général, ça va pas ensemble. Et j'assume ma non-neutralité de journaliste. Mais par contre, il y a d'autres journalistes, tu l'as dit, on en a parlé en début d'émission. Il y a François Ruffin qui a été journaliste et qui est devenu député. On a Philippe Ballard qui était aussi un ancien présentateur de LCI qui est devenu député du Rassemblement national. Il y a eu Noël Mamère, Adèle en a parlé. Et vous, Bernard Guetta, c'est une question à laquelle j'ai vraiment pas de réponse. C'est une question vraiment... Est-ce que vous avez, vous avez eu la crainte, et est-ce que vous l'avez toujours, de faire du mal à la fois au journalisme et à la politique en passant du statut de celui qui pose les questions à celui qui y répond? Et de ce que ça disait, de la collusion du débat public, vous savez bien que aujourd'hui, et les journalistes et les politiques n'ont pas bonne presse, ils sont souvent mis dans le même sac, et de participer à dénigrer les deux fonctions. Écoutez, je ne crois pas que ce soit ce que je fais ou que je fasse, je ne sais pas. Non, vraiment, je ne me pose pas du tout cette question.
quand on m'a proposé, parce que c'est les macroniens ou nistes, je ne sais pas comment il faut dire, qui me l'ont proposé, de devenir député européen, j'ai tout de suite accepté. J'ai pas quitté France Inter pour devenir député européen. C'est une idée qui est... C'est l'idée que j'avais, ça s'est passé comment? Vous êtes fait virer? Non, pas du tout. Écoutez, ça faisait 27 ans que je faisais cette chronique, j'en avais marre. J'aurais dû arrêter plus tôt, d'ailleurs. Enfin, ça se comprend. Non, mais... Un an plus tôt. Vous savez pourquoi j'en avais marre? Parce que j'avais plus peur. C'est-à-dire que le soir, au moment d'écrire ma chronique du lendemain matin, j'avais plus jamais la trouille. La trouille de... La trouille de pas savoir, de pas savoir trouver un sujet, de pas savoir quoi dire, enfin, d'être mauvais, quoi. Bon. Et là, j'en étais arrivé au stade où même s'il n'y avait pas un truc qui s'imposait véritablement dans l'actualité, je savais toujours faire une chronique plus générale, enfin, je ne sais pas quoi. Je savais faire. Et quand on n'a plus peur dans un job, dans un job d'artisan, comme dans un job d'universitaire ou un job en l'occurrence de journaliste, c'est pas bon. Et donc je voulais arrêter. Puis je l'ai fait. Et je l'ai fait avec un projet qui était de faire un tour du monde en 10 livres. Et j'ai commencé. J'ai fait un premier livre. Et puis à ce moment-là, pendant que je faisais l'enquête, on m'a proposé de devenir député européen. Qui vous propose? Quelqu'un de l'entourage de Macron. Ok. Donc il démarchait des journalistes quand même. Non mais c'est intéressant. Non. Il y a eu Loïc Signor aussi, par exemple, il y a eu Laurent Saïm. Des journalistes passés en Macronie, vous n'êtes pas le seul, vous n'étiez pas même le premier. Laurent Saïm, on a eu Ludovic Signor qui était en ancien de CNews. Non mais comprenez une chose, on ne propose pas de devenir député à l'Assemblée nationale ou sénateur, on propose de devenir député européen. Pourquoi est-ce qu'on me le propose? Ça a du sens. Parce qu'il y avait 27 ans qu'un matin sur deux, je disais ma conviction absolue, qui reste ma conviction aujourd'hui, que rien n'est plus important que l'affirmation de l'unité européenne. Rien n'est plus important que l'affirmation de l'unité européenne. Et bon, j'étais connu comme un journaliste qui défendait l'idée même, l'idéal de l'unité européenne. C'est pour ça qu'on me le propose. Bon. Et quand on me le propose, je me dis, oh là là, j'étais parti pour le 2e bouquin de la série de 10, et je me dis, enfin, ça fait quoi, grosso modo 3 décennies que tu dis ça tous les matins, et on te propose d'aller te battre au Parlement européen là-dessus, et tu dis non, il y a quelque chose qui colle pas. Et puis, il y avait une dimension plus personnelle, c'est que ça me fascinait d'avoir une 3e vie. J'avais été journaliste de presse écrite, j'avais été journaliste de radio, et devenir député, ça me plaisait beaucoup. Mais tout de suite, j'ai dit, mais je n'arrête pas le journalisme. Alors évidemment, le journalisme que je n'ai pas arrêté, c'est pas du reportage. Je ne peux pas faire du reportage en étant député européen. En revanche, être éditorialiste, ce qui est un des métiers du journalisme, parce que le journaliste, c'est plusieurs métiers en vérité. Oui, je pouvais. D'ailleurs, c'est ce que je faisais depuis déjà très longtemps. Et donc, j'ai continué à le faire, et j'ai continué à le faire dans des conditions qui me plaisent beaucoup. Vous avez un peu ironisé gentiment tout à l'heure, mais j'écris chaque semaine dans 5 journaux européens différents. En Pologne, en Hongrie, en Roumanie. J'écris dans la presse russe en exil. Et alors, comprenez-moi... Non, c'est traduit, vous parlez pas ces langues-là. Je ne parle aucune de ces langues. Ah, okay. Non. Le français, rassurez-nous quand même. Je ne parle aucune... Le français, je le bafouille, ouais. Mais non, je ne parle aucune de ces langues. Mais en revanche, j'ai constitué une équipe au Parlement européen avec un Polonais, un Hongrois, une Roumaine. Il y a une Française pour sauver l'honneur, mais c'est comme ça que je me débrouille. Le russe, je le parle un peu, puisque j'étais correspondant à Moscou, etc. Et véritablement, aujourd'hui, je me bats avec les instruments, les armes du journalisme. Je me bats pour défendre ma conviction européenne. On va en parler de cette conviction européenne avec le premier sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est l'élection de Donald Trump, la réélection, si je puis dire. Réélection surprise, pour interrogation, on peut en parler. On a un tweet que vous avez publié qui nous a interpellés, dans lequel vous dites
que l'élection de Trump, finalement, ça pourrait être une belle opportunité pour l'Union européenne. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? En quoi ça peut être une bonne nouvelle, l'élection de Trump? Non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est une occasion à ne pas rater pour l'Union européenne. Mais regardez, je vous explique. Quand j'arrive au Parlement européen, il y a 5 ans, le premier mandat, je connais beaucoup de gens que j'ai connus comme journalistes, puisqu'il y a beaucoup de gens d'Europe centrale. C'était mon terrain favori comme journaliste. Et ces gens d'Europe centrale, tous, de gauche, de droite, du centre et d'ailleurs, etc., ils étaient tous complètement atlantistes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une trouille phénoménale, bien avant l'invasion de l'Ukraine, une trouille phénoménale de la Russie. Et donc, pour eux, le seul parapluie, la seule protection possible, c'était les États-Unis. Et donc, ils étaient complètement atlantistes. Et j'arrive, et je leur dis, on commence à bavarder. Et à ma stupeur, ils me disent, mais tu sais, finalement, Bernard, votre idée, à vous, les Français, d'une défense commune européenne, elle n'est pas si mauvaise, il faudrait fouiller, etc. Pourquoi ils me disaient ça? Pourquoi est-ce qu'ils avaient basculé? Parce qu'il y a eu Trump. Exactement. Parce qu'il y avait eu Trump. Qui avait, je rappelle, remis en cause publiquement la participation des États-Unis à l'OTAN. Exactement. Et il avait même dit, textuellement, dans un de ses meetings de campagne de 2016, pas de cette campagne-là, il avait dit textuellement, mais si l'un des pays baltes est attaqué, on se doutait bien que ce n'était pas par les Martiens, mais par les Russes, si l'un des pays baltes était attaqué, avant de voler à son secours, comme l'Alliance Atlantique, l'OTAN, oblige les États-Unis. Avant de voler à son secours, il faudra vérifier qu'il soit bien à jour de ses contributions militaires et financières à l'Alliance Atlantique. Pof, ce jour-là, mais tous les pays baltes, tous les pays sortis du bloc soviétique, de l'Empire soviétique, ont réalisé que le parapluie américain, c'était pas une donnée éternelle, pas plus que le communisme ne l'avait été. Et ils ont commencé à évoluer. Et quand Trump commence sa deuxième campagne électorale, celle-là, celle qui le ramène hélas au pouvoir, eh bien, le tournant est déjà pris dans l'Union européenne. On a déjà décidé que dans la prochaine commission, il y aurait un commissaire à la défense. C'est tout à fait nouveau. Ça n'existait pas avant, parce que tout simplement, l'Union européenne ne pensait pas tout simplement qu'elle avait besoin d'un... C'est critiqué aussi d'ailleurs dans le paysage politique. Un commissaire de la guerre, disent certains. Un commissaire de la guerre, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'Union européenne, qui est d'abord une union économique? Non, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Le rôle de l'Union européenne, c'est de laisser Poutine l'envahir. Non. Bien sûr. Si. Écoutez, si. Non. Si. Moi, c'est ce que je vous réponds. On est face à une mutation de l'Union européenne. Vous avez bien raison, je me moque de vous aussi, c'est le jeu. Mais non, mais on est face à une mutation de l'Union européenne qui de plus en plus se dote des apparats d'une union militaire et stratégique. C'est nouveau. On peut en discuter. On peut poser ça à plat. On peut. D'accord. Alors discutons-en. Ce qui est nouveau fondamentalement, c'est pas qu'on réagisse, qu'on commence à réagir, bien trop timidement à mes yeux d'ailleurs. C'est que Vladimir Poutine a envahi un pays qu'il veut annexer. Non seulement il veut l'annexer, mais il dit que ce pays n'existe pas. Que ce pays, c'est la Russie. Ouais. Et il le dit pourquoi? Parce que l'Ukraine a été, avant même d'être une république soviétique de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, était partie intégrante de l'empire des tsars. Et ce que veut M. Poutine, ce n'est pas reconstituer l'Union soviétique. Non, c'est la Grande Russie. C'est reconstituer l'empire des tsars, qui était beaucoup plus étendu que ne l'était l'Union soviétique. Eh bien, écoutez, cet homme est une menace très sérieuse. Si on ne la prend pas au sérieux, si on le laisse annexer l'Ukraine, l'intégrer à la Fédération de Russie, qui est toujours une fédération, la Russie, l'intégrer à la Fédération de Russie, mais après il dira que les 2/3, ce qui est vrai, de la Pologne appartenait à l'Empire des Tsars, que la Finlande appartenait à l'Empire des Tsars, que la Géorgie, que la Moldavie, etc., etc. Et on l'arrête ou on l'arrête pas.
Malek. Proposer de l'arrêter. Eh bien, il vaut mieux l'arrêter. Malek, tu avais une question. Bernard Guetta, je voulais avoir votre avis, votre regard. Une des premières annonces de Donald Trump élu, ça a été l'annonce d'Elon Musk, de l'entrée d'Elon Musk dans l'administration Trump. Qu'est-ce que cela dit de vous, selon vous? Qu'est-ce que cela dit des relations entre l'Europe là et les États-Unis sur le second mandat qui va s'ouvrir, de la tonalité? Qu'est-ce que l'entrée d'une personnalité aussi controversée qu'Elon Musk qu'est-ce que ça dit selon vous? Vous posez la question au député qui a empêché que Elon Musk soit l'un des 3 lauréats, enfin pas lauréats, l'une des 3 personnalités retenues pour le prix Sakharov. Parce que Elon Musk avait été proposé au prix par les Sakharov. extrêmes droites. C'est pas vrai. Si. Et notamment par le Rassemblement Vous national. pouvez rappeler ce que c'est que le prix Sakharov pour ceux qui. Alors le prix Sakharov, c'est le prix des droits de l'homme que l'on décerne, que le Parlement, hein, pas l'Union européenne, le Parlement spécifiquement, décerne chaque année à un défenseur des droits de l'homme ou à une victime d'une dictature, enfin, d'un régime policier ou militaire. Et Monsieur Mariani, député du Rassemblement national, propose au nom de son groupe, pas seulement au nom du Rassemblement national, hein, au nom du groupe politique du Parlement auquel appartient le Rassemblement national, la candidature d'Elon Musk. En disant quoi? En disant qu'il défend la liberté d'expression. En disant qu'il défend la liberté d'expression. Ça a dû faire réagir le journaliste que vous êtes. Ah, je m'en suis couvert d'urticaire. Et s'il avait été, Elon Musk, retenu parmi les 3 premiers retenus pour le prix Sakharov, eh bien, il n'aurait pas reçu le prix. Mais il aurait été invité, parce que les 3 premiers sur la liste sont invités à la remise du prix. Vous imaginez Elon Musk débarquant au Parlement européen. En grande pompe. En grande pompe, évidemment. Toutes les caméras auraient été sur lui et pas sur le défenseur des droits de l'homme qui aurait reçu le prix. Et ce mec-là, c'est un type qui a craché littéralement sur l'Union européenne en dénonçant la réglementation introduite par l'Union européenne sur le net. Réglementation excellente, probablement insuffisante d'ailleurs. Mais enfin, quand même, au moins elle existe. Il n'y en a pas d'autre au monde. Il n'y en a pas d'autre au monde. Emilio, je crois que la nomination de Elon Musk a fait réagir en France aussi. Ben oui, justement, vous attaquez à raison hein, Elon Musk, mais dans votre parti, d'autres se sont plutôt félicités de le voir arriver à un ministère de Donald Trump. C'est le cas de Guillaume Kasbarian, l'actuel ministre qui, je vous le traduis, hein, c'est en anglais, je me réjouis de partager avec vous les meilleures pratiques pour faire face à l'excès de bureaucratie, réduire les lourdeurs administratives et repenser les organisations publiques au bénéfice de l'efficacité des agents publics. Voilà. Elon Musk, c'est un libertarien comme Donald Trump. On a des collègues, enfin vos collègues qui le félicite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Non, pas vos collègues, ce monsieur. Ce monsieur qui est ministre, qui est dans le même parti. Ce monsieur qui est ministre, voilà, qui est ministre et qui est de votre parti. Qui est chez Renaissance avec vous. Non, pas chez moi. Je n'appartiens pas à Renaissance. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis un électron libre dans la majorité qui est devenue une minorité présidentielle. Mais je suis un électron libre. Je n'appartiens à aucun de ces partis. Cela étant, revenons à ce ministre. Je n'ai qu'un conseil à lui donner, démissionner. C'est clair. Ça fait clair. Non, mais ça, oui, ça, c'est clairement ça. Je comprends tout à fait. Lorraine, tu te demandes ce que cette nomination, les réactions en France disent de l'état du débat public chez nous. Oui, parce qu'en fait, Elon Musk, qui est maintenant propriétaire de X, Twitter actuellement, et qui, on le sait, est un des réseaux sociaux où on parle le plus de politique, je pense, et qui, enfin, les enquêtes sont en train d'être faites, mais apparemment, ça aurait notamment joué un jeu dans la réélection de Donald Trump. En tant que député européen, qu'est-ce que vous pensez que cette nomination... est-ce que vous pensez que cette nomination peut avoir un effet sur nous, notre débat public aujourd'hui, puisque tous les politiques, la majorité des politiques utilisent X aujourd'hui, par exemple? Oui, moi-même, je le fais depuis la rentrée de septembre, je ne le faisais pas avant.
Je le fais depuis la rentrée de septembre parce que mon équipe m'a dit mais comment vous pouvez pas ne pas être sur les réseaux sociaux, etc., etc. Bon, alors finalement, je m'y suis mis avec des petites visios comme ça qu'on fait d'1 minute 30. Je ne sais pas si je vais y rester. Je ne vais probablement pas y rester parce que, par exemple, un des journaux qui est une de mes bibles chaque matin, le Guardian britannique. Le Guardian britannique a dit qu'il se retirait de X. Et je pense qu'ils ont raison de le faire. Il y a un journal espagnol qui vient de faire la même chose, je ne sais plus lequel c'est, mais aussi un des grands titres de la presse espagnole. Je pense en France, c'était le cas de Quotidien aussi. Le média de Yann Barthès sur TMC s'était retiré. C'est très bien, oui. Bah, écoutez, le Guardian, effectivement, et un certain nombre de journalistes appellent à quitter X avant l'investiture. Oui, non, mais je pense que je vais être amené à le faire parce que... il n'est plus possible. Ce serait comme aller sur CNews, quoi. Moi, je ne vais pas sur CNews. Alors maintenant, aller sur X, comme on dit, ou X en anglais, c'est rigolo, X en anglais. Hein. Bon. Non, vous riez pas. Voilà, j'essayais, quoi. Enfin, c'est raté. Bon, enfin, bref. Écoutez, il y a des endroits où on va, comme chez vous, un peu prudemment, mais enfin bon, on y va. Non, on est très sympa. Ouais, enfin apparemment, je sais pas, on va voir. Oui. Attends, il reste 40 minutes. Non, pour c'est pas notre job, on n'est pas politique, on n'est que journaliste. Oh là là, ouais. Ça va, je déconne. Celle-là, hein. Je la connais. Parlons d'un autre dossier qui est un dossier chaud qui est en train d'être traité également à sa manière par Donald Trump, c'est le dossier israélien. Oui. La question de la guerre déclenchée après les attentats du 7 octobre par Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou qui s'est déjà entretenu à 3 reprises avec Donald Trump. Donald Trump, au cours de sa campagne, s'est tenu relativement éloigné de ce sujet. Il a assez peu abordé. Qu'est-ce que vous y voyez ? C'est une gêne de sa part, une incapacité à apporter une solution ? Non, il a tout simplement constaté que... Incapacité à apporter une solution, oui, ça certainement, en tout cas une bonne solution. Mais pendant la campagne, il a constaté que les Américains d'origine de pays arabes se détachaient du Parti démocrate. Et se détacher du Parti démocrate, notamment dans un État qui était vraiment pivot fondamental, la Pennsylvanie. Oui. Des swing states. Et donc, il s'est dit, bon, mais si je dis quoi que ce soit, je vais ramener ou renvoyer ces électeurs-là vers les démocrates, surtout pas, donc je ne moufte pas. Et effectivement, il n'a pas moufté, ou pratiquement pas, sur la guerre actuelle du Proche-Orient. Et je crois que c'est pour des raisons de politique intérieure. C'est-à-dire celle que je viens de vous dire. S'attacher, ou en tout cas détacher du Parti démocrate des électeurs venus, anciennement de pays arabes, américains, forcément, puisqu'ils sont électeurs, mais qui vraiment... lâcher le Parti démocrate à cause de la politique ou de la non-politique de Joe Biden. Mais comment est-ce que vous voyez la suite des événements sur le dossier israélien ? Parce qu'on a l'impression que le gouvernement de Benyamin Netanyahou est parti dans un jusqu'au-boutisme et une guerre totale de territoire. C'est pas une impression, c'est une réalité. Oui. Donc on est d'accord, mais c'est quoi la fin de l'histoire ? En fait, ça se passe comment ? Parce que j'ai énormément de mal à imaginer une conférence internationale sur la paix, par exemple. Ah non, ça c'est pas du tout à l'ordre du jour. Voilà, non mais c'est ça, donc d'où ma question. Ce n'est malheureusement pas du tout à l'ordre du jour. J'ai grandi avec les accords d'Oslo, c'est ça que je veux dire. Moi aussi. Voilà, vous plus que moi d'ailleurs. Oui. Donc Vous voulez dire quoi exactement ? Vous êtes un très grand journaliste de géopolitique, donc vous avez mieux lu que moi. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je voulais dire. C'est ce que j'avais compris. Ouais. Non, forcez pas. Je blague à part, les plus jeunes de ceux qui nous regardent ne savent pas ce que c'est que les accords d'Oslo. Ils n'ont jamais vu une poignée de main. Les accords d'Oslo, c'était les premiers accords de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Ça aurait pu marcher, parce que franchement, c'était pas mal. C'était évidemment pas parfait. Ça n'est jamais parfait. Mais franchement, c'était pas mal. C'était assez équitable. C'était bien. Et puis, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que les extrémistes israéliens ont assassiné M. Yitzhak Rabin, qui était le principal artisan de ces accords.
et que le Hamas a lancé une campagne d'attentats dans les autobus des grandes villes israéliennes. Il faisait monter des kamikazes, avec vous savez, les ceintures machin, etc., les ceintures de clous et tout ça. Tout le bus sautait, il y avait 30 morts, etc., à chaque fois. Et donc, des deux côtés, vous avez eu les salauds, les connards. Les salauds et les connards. Donc l'extrême droite israélienne d'un côté et le Hamas de l'autre. Et le Hamas de l'autre, qui ont fait capoter les accords d'Oslo. Moyennant quoi... Et aujourd'hui, les deux sont au pouvoir. L'un en Israël et l'autre en Palestine. Ben exactement. Surtout du côté de Gaza. En Gaza. Oui. Donc, je repose ma question. C'est quoi la suite de l'histoire, selon votre analyse? La suite de l'histoire des ministres les plus abominables, les plus épouvantables du gouvernement Netanyahou la disent. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais c'est possible. Ils disent que ça sera l'annexion de la Cisjordanie. Probablement pas d'ailleurs l'annexion de la totalité de la Cisjordanie, mais des 2/3 ou quelque chose comme ça. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, je ne sais pas. Parce que si les Israéliens annexent 2/3 de la Cisjordanie, que deviennent les Palestiniens? Alors, il y a deux solutions. Les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie. Il y a deux solutions. Ou bien ils deviennent citoyens israéliens. Vous savez qu'il y a des Arabes palestiniens qui sont citoyens israéliens. Bon, ou bien ils deviennent citoyens israéliens, et auquel cas... Bah oui. Et auquel cas, il y a de sérieuses questions à se poser pour ces imbéciles de l'extrême droite israélienne. Parce qu'ils peuvent voter. Parce qu'ils peuvent voter, exactement. Donc, je crains qu'il ne soit plus probable qu'ils ne soient poussés vers la Jordanie. C'est ça. Bon, s'ils sont poussés vers la Jordanie, ça signifie très probablement que la Jordanie, comment dire ça, devient extrêmement instable. Et ça signifie qu'il y a une extension du conflit en dehors des frontières d'Israël et que absolument rien n'est résolu. Mais jusqu'à quand et jusqu'à où, en fait, c'est ça. Enfin, et que fait l'Union européenne pour régler ça? Pour compléter la question de Lorraine, on parlait des accords d'Oslo. Là, on a une génération, la nôtre, qui se dit que font nos dirigeants, que font ceux qui nous représentent, jusqu'où ça va aller. Sachant que le conflit s'est déjà étendu au Liban. Monsieur Borrell, qui est le responsable de la diplomatie européenne, pour encore quelques semaines, puisqu'il y a un changement de majorité, un changement de commission en vérité, propose ou appelle à une suspension des contacts entre Israël et l'Union européenne. Mais quand vous me disiez tous là, que fait l'Union européenne? Mais la réponse est que font les autres? Pourquoi l'Union européenne spécifiquement? Parce que je vous retourne la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut... Envoyer des troupes? Emilio. Non, mais justement, il se trouve qu'au mois de février, Emmanuel Macron a accordé un entretien à l'Humanité. C'était au moment de Rafah. Rafah, qui est la ville frontière entre Gaza et l'Égypte. C'était au moment du plus intense pilonnage qui a donné suite. Emmanuel Macron, à ce moment-là, avait qualifié dans nos colonnes Rafah d'un point de rupture avec Benjamin Netanyahou. Il est allé beaucoup plus loin depuis. Il est allé, il est allé jusqu'à parler de barbarie. Voilà, justement, mais ça reste du vert, même s'il y a eu, la question des armes qui s'est posée. Et dans ce même entretien, Emmanuel Macron se disait favorable à la reconnaissance de l'État palestinien, mais où il disait au bon moment, pardon. Je crois savoir que vous êtes favorable à cette reconnaissance. Est-ce que pour vous, c'est le bon moment, et pourquoi la France aujourd'hui ne reconnaît pas l'État palestinien? Écoutez, pendant la campagne pour les élections européennes, j'ai été un jour interrogé dans une matinale de radio. Est-ce que vous êtes favorable à la reconnaissance par la France de la Palestine? J'ai répondu oui, évidemment, et le plus tôt possible. J'ai été démenti par l'Élysée. Ah non, il ne parle pas en notre Je temps. me souviens. Oui. Pendant la campagne. Et ça a duré 8 jours. Et ce qui était tout à fait extraordinaire, c'est que je n'avais pas dit il faut le faire demain matin.
Bon, or, la position de la diplomatie française depuis 25 ou 30 ans, c'est qu'il faut reconnaître un État palestinien. Donc, Oui. je n'avais fait que dire cela. Ça a fait tellement peur à l'Élysée, à la campagne, à tout le monde, etc. Mais vraiment, j'ai été démenti matin, midi et soir pendant une semaine. Maintenant, le président le dit... Je m'en félicite. On n'est plus en campagne électorale, il n'a plus de préoccupations électorales, etc. Parce que pour toute la droite française, aujourd'hui, non, j'exagère. Pour une très grande partie de la droite française aujourd'hui, dire il faut reconnaître la Palestine, c'est ah mon Dieu, reconnaître le Hamas, le terrorisme, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais enfin bon, donc maintenant le président le dit, je regrette qu'il ne l'ait pas dit plus tôt. Mais qu'il ne le fasse pas peut-être aussi. Je n'exclus pas qu'il le fasse. Le torchon brûle en ce moment entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Ça ne vous a pas échappé. Ça ne m'a pas du tout échappé. Je voulais avoir votre commentaire, votre point de vue. Est-ce que la France doit se battre, rester ferme sur ses valeurs, quitte à s'engueuler et arrêter de parler au téléphone avec le Premier ministre israélien, ou est-ce qu'au contraire le rôle de la France... L'autre jour, j'ai été interrogé c'était sur LCI, je crois, après l'incident du gendarme français qui a été plaqué au sol par les flics israéliens. Et j'ai dit, c'était très diplomatique, mais c'était pas mal dit. J'ai dit, je n'aurais pas été choqué que le ministre reprenne l'avion. Je n'aurais pas été choqué que le ministre reprenne l'avion, et je pense qu'il aurait dû le faire. Donc on peut et on doit maintenir des relations glaciales avec M. Netanyahou. Mais hausser le ton, même si je comprends ce que vous nous dites. Enfin, même hausser le ton. Mais non, mais attention, hausser le ton, ça veut dire quoi? Je sais pas, on hausser le ton, parce que après, bon d'accord, on hausse le ton, ça fait plaisir. Mais ça ne fait pas forcément avancer le schmilblick. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est ce à quoi je travaille au Parlement. Je vous en parlerai si ça marche. C'est ce qui n'est pas encore prouvé. Il faudrait que l'Europe, c'est-à-dire les 27 pays de l'Union européenne, ou en tout cas le plus grand nombre possible de pays de l'Union européenne, disent « Nous voulons aujourd'hui que des négociations reprennent et des négociations en vue de la coexistence pacifique de deux États, Israël et la Palestine. » Or, l'Union européenne, pas la France seule, c'est ça qui est très important. L'Union européenne peut faire pression à la fois sur les Israéliens et sur les Palestiniens. Pourquoi ? Parce que c'est l'Union européenne qui paye les salaires des fonctionnaires palestiniens. C'est l'aide de l'Union européenne, pas du Hamas. Contrairement à ce que racontent... ceux qui cherchent à justement faire... à ce que racontent nos très sympathiques amis de l'extrême droite. Contrairement à ce qu'ils racontent, c'est pas le Hamas, c'est l'autorité palestinienne et les fonctionnaires de l'autorité palestinienne. D'autre part, l'Union européenne a un accord commercial avec Israël. Et je ne dis pas que cet accord commercial, fasse tourner toute l'économie israélienne. Ils peuvent s'en passer, mais difficilement. Difficilement. Donc on a un moyen de pression sur les deux. Et on peut dire aux deux, maintenant, les copains, vous retournez à la table, autrement, il n'y a plus d'aide à l'autorité palestinienne et il n'y a plus d'accord. En tout cas, l'accord commercial avec Israël est suspendu. Et ça, c'est fait ou pas, en fait? Non, okay, pas du tout. D'accord, c'est ça la question. Non, pas du tout. Mais pourquoi c'est pas fait? Parce que l'Union européenne, c'est 27 pays. Et que je pense que Emmanuel Macron, aujourd'hui en tout cas, ne serait pas hostile du tout à une politique de fermeté telle que je viens de vous la décrire, ou en tout cas quelque chose d'approchant, mais qu'il y a beaucoup de pays encore de l'Union européenne qui ne seraient pas favorables à cela. Vous ne pourriez pas y mettre un peu plus d'entrain quand même? Si. Parce que là, si le Go Back to My Plan and Go Back to France aurait été mis en application par le ministre des Affaires étrangères, écoutez, on avait une occasion, pour le coup, là, de marquer le coup avec un acte fort diplomatique. Il l'a fait. Moi, j'aurais... Bon, écoutez,
il ne faut pas donner des conseils, c'est idiot. Mais il l'a fait, notre ministre. Il a été aussi ferme que Chirac l'avait été. Hein. Mais justement, vous évoquez Chirac. Moi, je vous trouve presque plus villepiniste ou chiracien que macroniste sur les relations internationales. Est-ce que j'ai tort? Vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut. Je prends le temps qu'il me faut et je vais vous répondre très honnêtement. Je connais très bien Dominique de Villepin. C'est un ami très proche. Parce que nous étions ensemble en poste à Washington, lui à l'ambassade et moi comme correspondant du Monde au début des années 80. Et donc on se connaît depuis cette époque-là. Et on s'aime bien. Je crois pouvoir le dire. Je ne suis pas toujours d'accord avec Dominique. De même que je ne suis pas toujours d'accord avec le président de la République. C'est un peu facile comme réponse. Non. Oui. Pas du tout. Pourquoi c'est un peu facile? C'est la réalité. C'est votre en même temps à vous. Non. Oui, enfin d'ailleurs, oui, si vous voulez. Non, mais c'est pas une question d'en même temps. Je vous donne un exemple. Quand François Hollande a décidé d'arrêter la descente des mouvements djihadistes sur la capitale du Mali, Dominique de Villepin a dit non, il ne faut pas faire ça, etc. etc. Moi, j'étais absolument pour, et je ne regrette pas d'avoir été pour. J'étais pas d'accord avec Dominique de Villepin là-dessus. Il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Macron. Je vous rappelle que je ne suis pas un homme de parti, je suis un homme libre, indépendant. Je pense ce que je pense et je dis ce que je pense. Alors, Je parlais de philosophie plus que de... Pardon, oui, je comprends. Non, je suis d'accord avec toi. Parlons également de la COP 29 sur les questions climatiques. La France n'enverra finalement aucun Et elle ministre. a bien raison. Et elle a bien raison. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est utile de boycotter un événement sur le climat? Est-ce qu'on peut se permettre de prendre mais du écoutez, retard? attendez. Quand le chef de l'État du pays hôte nous crache à la gueule, parce que vraiment c'est ce qu'il a fait, et nous crache à la gueule pour de mauvaises raisons, parce que nous défendons les Arméniens, et l'Arménie, non, on n'y va pas. Bien sûr que non. Cela étant, nos fonctionnaires... C'est dommage pour le climat. Non, pas du tout. Parce que nos fonctionnaires sont là-bas et continuent la négociation. Simplement, il n'y a pas de représentation politique de la République, et c'est absolument normal. J'aurais été navré, mais vraiment navré, que notre ministre soit là-bas. Lorraine, tu voulais parler également des agriculteurs et des négociations avec le Mercosur. Oui, en fait, les agriculteurs ont annoncé pour lundi une grande mobilisation de la FNSEA, donc la Fédération des exploitations agricoles en France. Et on sait que l'Union européenne a un certain impact avec notamment la politique agricole commune. Vous, c'est quoi votre position en fait sur les accords de libre-échange, notamment le Mercosur, sachant qu'il y a 600 parlementaires français qui ont écrit à von der Leyen pour lui demander de ne pas adopter cet accord de libre-échange. Cet accord sera adopté, et je le regrette, mais il sera adopté parce qu'il y a une écrasante majorité au sein de l'Union européenne aujourd'hui pour que nous signions... et que ces accords entrent en vigueur. Il y a d'excellents arguments. Pour l'accord ? Oui, il y a d'excellents arguments. Comme quoi ? Le premier, c'est que ces pays, en voulant signer ces accords de libre-échange avec l'Union européenne, veulent échapper au tête-à-tête avec les États-Unis. Et nous avons tout lieu de nous en féliciter. Et veulent échapper à la pression formidable qu'exerce la Chine pour essayer de remplacer les États-Unis en Amérique latine. Et donc, ils se tournent vers l'Europe. Et leur dire non, c'est pas très malin en termes d'équilibre internationaux. Mais d'un autre côté, nous savons, et c'est pour ça que je m'oppose, comme tant d'autres parlementaires français. Surtout français, oui. Oui, mais c'est pratiquement c'est les plus seuls. national que politique, c'est ça, c'est la France, c'est parce que notre agriculture va en pâtir de cette Parce que notre agriculture va en pâtir. Il y a les questions climatiques aussi. Notre agriculture va en pâtir, peut-être pas autant qu'on le dit, mais va en pâtir certainement.
Et je pense qu'il faudrait poursuivre les négociations pour que le bœuf que l'on importerait, mais il n'y a pas que le bœuf dans ces accords, bien loin de là, enfin, que le bœuf qu'on importerait ne soit plus bourré d'antibiotiques et d'autres cochonneries que l'on refuse aujourd'hui en France et dans toute l'Union européenne. Donc il y a un vrai... Mais si vous voulez, c'est pas si simple que ça, parce que le Mercosur, qui permettrait à ces pays d'échapper au tête-à-tête avec les États-Unis et de ne pas entrer dans un tête-à-tête avec la Chine, je suis désolé, c'est important. Mais c'est tout aussi important de défendre nos agriculteurs. Et donc, je suis contre ça. Mais je suis contre sans beaucoup d'illusions, parce que je crains que cet accord ne s'impose. Peut-être avec des amendements, peut-être avec des... On verra, mais en tout cas, on se dirige très probablement vers une crise agricole, un an pile poil après la crise précédente. Oui, avec des manifestations d'agriculteurs, des tracteurs. Oui. Voilà, oui. Ça, c'est l'hiver qu'on va probablement avoir. Et c'est la complexité de la politique. Et c'est la complexité de presque chaque dossier. Je donne un autre exemple. Je suis véritablement parmi les gens, nombreux d'ailleurs, au Parlement européen, qui ont une attitude très très ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine. Mais c'est vrai que les sanctions que nous avons prises contre la Russie, pas d'une certaine manière, en partie, se retournent contre nous tous dans l'Union européenne. Est-ce que pour ça, il ne fallait pas prendre les sanctions ? Non. Je crois qu'il fallait les prendre, même si ça nous coûte. Parce qu'autrement, c'était « Allez-y, monsieur Poutine, bouffez les Ukrainiens ». Non, mais et le climat, en fait, finalement, aussi dans tout ça, parce qu'il y a les intérêts commerciaux, j'entends, c'est normal, mais là, face notamment à l'élection de Donald Trump, qui, on le sait, est pas très, très fanat des accords de Paris, et qui va... Oui, non, mais ça, les Européens les défendent. Non, mais on va avoir avec Trump un énorme bras de fer. Et vous me posiez la question tout à l'heure à propos de ce tweet que j'avais envoyé sur l'effet positif, etc. Mais véritablement, la construction d'une défense commune va être, je le pense, pas seulement je l'espère, je le pense, être considérablement accélérée par la deuxième élection de Donald Trump. Véritablement. Je raconte une anecdote. Hier matin, je remontais un couloir du Parlement. Le Parlement européen, c'est comme l'aéroport de Roissy. C'est aussi grand, c'est aussi invraisemblable. Enfin bon, moi, je m'y perds toujours. Mais enfin bon, et au bout de 5 ans. Et je croise un député que je connais bien, autrichien, un centriste, qui appartient aussi au groupe Renew. Il me dit, mais Bernard, comme ça, il me prend comme ça. Mais enfin, Bernard, est-ce que vous, les Français, à la fin des fins, vous seriez disposés à faire de votre force de dissuasion française, nucléaire, oui, nucléaire, une force de dissuasion européenne? C'est une bonne question. Oui, bonne question. Et je lui aurais répondu, si ça ne tient qu'à moi, oui, et bien sûr, et je pense que ça... Ça ne tient qu'à vous. Non, pas du tout. Hélas. Nommez-moi dictateur, ça ira beaucoup mieux. Ouais, et oui. On va la garder l'isoler, celle-là, je vous préviens. On la ressortira. Je sais. Malek, tu avais une question? Oui. Non. Mais je lui ai dit... Si, il avait carrément une question. Non, il n'a pas de question. Je laisse terminer. Voilà, merci. Non. Et je lui ai dit, non, mais je pense que oui, évidemment que la France suivrait. Parce que si le parapluie américain se referme, il faut une dissuasion nucléaire à l'Union européenne. Or, il y avait en Europe 2 forces nucléaires, la britannique, mais les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, la française, les Français sont toujours dans l'Union européenne.
Alors, il ne s'agit pas du tout de dire à nos partenaires, voilà, vous pouvez la prendre, c'est vous. Non, bien sûr, c'est nous qui resterions maîtres de son usage, mais il serait clair, et Macron 2 fois, en tout cas 1 fois, mais je crois 2, l'a laissé entendre que cette force de dissuasion française pourrait devenir une force contribuant à la dissuasion des ennemis de l'ensemble de l'Union européenne. On avait des questions qu'on voulait vous poser aussi sur votre positionnement politique et la lecture que vous avez de la vie politique française. Vous avez été élu macroniste sur une liste Renew et vous siégez au sein du groupe Renew. Le macronisme, ça a commencé en 2017 avec une promesse de dépassement et de gauche et de droite, et ça termine avec un gouvernement Barnier sous le parapluie bienveillant de Marine Le Pen. C'est particulier quand même, cette évolution politique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette aventure? Non, sous le parapluie bienveillant de Marine Le Pen, non. Non, moi je vous suis pas du tout. En revanche, jusqu'à sous le regard bienveillant ou je sais pas quoi de Marine Le Pen, oui, je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, vous me posez la question. Moi, pourquoi est-ce que j'ai rejoint la Macronie? Pas pour des raisons de politique intérieure. Parce que... Oui, je me doute. Vous êtes un Européen, vous pensez en Européen. Non, mais attendez. Macron, le fameux discours de la Sorbonne, je dis le fameux parce que véritablement, ça a secoué toute l'Union européenne. Mais vraiment toute l'Union européenne. Moi, je me reconnaissais dans chaque virgule de ce discours. Le discours de la Sorbonne était effectivement un grand discours prononcé en 2017. Et j'attendais ce discours dans la bouche d'un président de la République depuis 25 ans, à peu près. Donc oui, pour moi, c'était ça la raison fondamentale, et c'est toujours pour ça. Parce que quand je regarde au Parlement européen, il y a un groupe de droite, le Parti populaire européen, et il y a un groupe de la gauche, quoi, social-démocrate, qui s'appelle social et démocrate. C'est très curieux. Au Parlement européen, il ne s'appelle pas social-démocrate, mais il s'appelle social et démocrate. Pour l'instant, je ne serai certainement pas à l'aise à droite, mais je ne serai pas à l'aise à gauche non plus. Et donc, je reste dans un groupe où il n'y a pas que les macronistes, hein, comprenez bien. Il n'y a pas que les macronistes. Oui, Renew, c'est... Oui. Oui, il y a beaucoup d'autres nationalités, et d'autres partis politiques, etc. Forcément. Ça reste de grands Européens, c'est là qu'on est. Libéraux. Oui, d'accord. C'est là qu'on... Alors, on va revenir sur la définition de libéral tout à l'heure, mais moi, c'est là que je me sens, je dirais, le moins mal. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse qui est quand même assez répandue maintenant, qui consiste à dire que finalement le macronisme, ce n'est rien d'autre qu'une droite, comme les autres? Non, je pense que le macronisme... Il y a plusieurs droites, dont le macronisme. Je pense que le macronisme, aujourd'hui, c'est une addition de centres, dans lequel il y a un centre droit, dans lequel il y a un centre gauche et dans lequel il y a un centre-centre. Alors, si vous me dites que c'est pas très clair tout ça... Ça l'a jamais été. Non, mais moi je vous rejoins sur le fait qu'il y a toujours eu plusieurs centres en France. Il y a toujours eu plusieurs centres en France. Il y a plusieurs centres en France. Moi, j'ai toujours été plus ou moins un centriste. J'ai voté depuis longtemps pour Bayrou, notamment aux élections européennes, évidemment. Et alors, du coup, les auteurs qui parlent d'extrême-centrisme pour parler du macronisme. L'historien Pierre Cernat, par exemple. C'est Pierre Cernat. Pardon, je cherchais. C'est Pierre Cernat qui parle d'extrême-centrisme en expliquant que c'est aussi une sorte d'absolu qui n'accepte rien d'autre que lui-même. Tout ce qui est trop à gauche est d'extrême-gauche, tout ce qui est trop à droite est d'extrême-droite. Finalement, la seule chose qui est acceptable, c'est moi. Et c'est autoritaire. C'est aussi ça, la dénonciation d'un autoritarisme. Mais vous avez vraiment le sentiment que la Macronie, aujourd'hui, ce serait un ensemble cohérent qui parlerait d'une seule voix? Mais c'est tout le contraire. Alors, je veux bien... C'est un ensemble cohérent qui mène une politique. C'est ça que Non, mais pas du tout. Les personnes qui le composent sont très diverses. Mais pas du tout, pas du tout. Il y a un courant de gauche qui ne supporte pas ce gouvernement et qui le dit. Mais qui reste. Je le cherche encore. Hein. Non, il existe. Pour moi, c'est un mythe. Vous voulez me dire qu'il est impuissant?
Oui, Vous avez raison. il l'est. Oui, Oui, ça, oui, bien oui, sûr, oui. il l'est. Mais il je veux dire par là que dans la Macronie, il y a des gens très divers. D'abord, il y a des partis très divers, je vous le rappelle. Il y a le parti d'Édouard Philippe, il y a le parti censément de Macron, et il y a le MoDem. Et puis, il y a des électrons libres dans mon genre. Donc, c'est pas une force cohérente. Mais toutes les forces ont toujours été comme ça. Oui, oui, je le suis Parti d'accord. socialiste a toujours Oui, eu oui, plusieurs bien sûr, tendances, bien à la sûr, droite, vous à avez gauche, raison. etc. Machin. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous fait tenir ensemble alors Qu'est-ce qui vous fait tenir ensemble, en fait? Oui, c'est ça. Écoutez, pour moi, je vous l'ai déjà dit 14 fois, je vous le répète, C'est l'Europe. c'est l'Europe. Non, mais ok, c'est une bonne réponse. Et- J'ai pas de... oui. Non, mais c'est cohérent. fondamental. À mes Non, parce yeux, qu'au demeurant, c'est fondamental. là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai qu'en 2017, Emmanuel Macron était le seul candidat à l'élection profondément européiste. Oui. Et à le dire. Non, Oh, n'êtes Benoît. pas européiste. Benoît Hamon. Alors européiste, C'est je suis d'accord avec péjoratif. vous, c'est péjoratif. Pro-Europe. Europe, C'est pas oui. européen. Européen. Il y avait Benoît Hamon aussi. Hein. Qui était très critique des traités. Ah ben, on peut être et- pro-européen et critique de l'Union. C'est ça. hein. Et critique de traité, oui, bien sûr Oui, qu'on ouais. peut. Bien Oui, sûr. on peut. Mais de qui vous parliez là Benoît Hamon. Benoît Hamon, qui était De candidat du Benoît Parti Hamon, oui, c'est socialiste, vrai. qui a c'est fait vrai. 6%. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Malek, tu avais une question sur les verts sociales. Oui, parce que winter is coming, l'hiver vient et apparemment il ne va pas être fameux. On parlait des agriculteurs, on a une grève annoncée de la SNCF, il y a la communauté enseignante qui compte se mobiliser, on a plusieurs syndicats qui appellent à une grande journée de grève le 5 décembre. On a un gouvernement, donc maintenant, avant on avait et de gauche et de droite, maintenant on a et de droite et de droite. Mhm. Comment il s'annonce cet hiver ? Bien que j'entends, vous nous l'avez dit, la politique intérieure n'a pas été la première raison. Non, mais ça ne m'empêche pas de parler de politique intérieure. Exactement. Ça ne m'empêche pas d'en parler. Bah, l'hiver ne s'annonce pas bien. Évidemment qu'il y aura des crises sociales. Je ne sais pas de quelle ampleur, mais il y aura des crises sociales. Mais en Que vous pouvez revanche- soutenir ou pas? Pardon Que vous pouvez soutenir des mouvements sociaux qui vous arrivent de soutenir? Ça dépend lesquels, je ne sais pas. On va voir. Oui, il y en a que je peux soutenir, naturellement. Comme bien électron sûr. libre. Non, là, en l'occurrence, comme personne engagée, non, bien sûr que oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ce que j'entends partout quand je reviens de Bruxelles, parce que, comprenez une chose, hein, je vis 4 jours par semaine à Bruxelles. Et je reviens là le jeudi soir ou le vendredi matin, ça dépend des semaines, à Bruxelles ou à Strasbourg, naturellement, puisqu'il y a 2 sièges, hélas, du Parlement européen. Mais quand j'arrive à Paris, j'ai toujours un peu de mal à comprendre. J'ai toujours un peu de mal à comprendre, et notamment une chose. Tout le monde, ou à peu près tout le monde, enterre Barnier. Moi, je n'enterrerai pas Barnier si vite. J'ai l'impression qu'il tient, pas si mal, qu'il est apprécié par énormément de gens en France, à gauche, à droite, au centre et ailleurs. Ah parce bon que c'est... Oui. J'ai Ça pas saute, du tout le ça saute pas sentiment, aux mais yeux dans les ok. négociations sur le budget. Ouais. Effectivement, vous vivez à non. Bruxelles. Hein. Non, peut-être. Et C'est l'impression que j'ai. Lucie Castel pourrait faire le job, selon vous? Laissez-moi terminer. C'est l'impression que j'ai. Mais je sais à peine qui est Après- Lucie Castet. Mais Peu importe, c'est la candidate de la gauche. Est-ce que la gauche, selon mais vous, non, est en c'est plus la mesure... candidate de la gauche. Enfin, racontez pas n'importe quoi. Bah, si, c'est la Mais non, candidate mais non. Pourquoi vous dites C'est- ça ? Mais parce qu'elle l'a été un mois ou un mois et demi. Mélenchon 5 a dit semaines. lors des universités d'été de la France Insoumise, auxquelles j'ai assisté, j'étais dans l'amphi quand il a dit, Lucie Donc, fin Castet août. restera notre candidate tant que cette mandature tiendra. Parce que M. Mélenchon est le patron de toute la gauche française. Non. Non, Ah, mais enfin, il c'est trouve lui qu'il qui y a aurait quand été le même- plus susceptible de lui retirer son soutien. Donc la Oui. gauche tient. les socialistes Mais aussi, écoutez, c'est bien. franchement, j'ai pas l'impression que Mme Castet soit aujourd'hui Alors la quelqu'un candidate d'autre, de peu la importe. gauche. Est-ce que la gauche est en mesure de gouverner aujourd'hui dans Non. le Parlement? Vous pensez Non. d'accord? Non. Mais moi, tu je suis vois, assez d'accord avec vous au demeurant. Michel Barnier, pour l'instant, l'est. Mais il l'est. Je vais vous expliquer. Non, attendez, est-ce que je peux terminer? Dites-moi. Est-ce que je peux terminer? Il me semble que au-delà de la politique, du mécontentement, des critiques, etc., beaucoup de gens, je répète, à gauche, à droite et au centre, apprécient une dignité de cet homme, apprécient une décence, apprécient le fait, tout simplement, qu'il fasse le job, bien ou mal, mais il le fait.
Et il le fait jusqu'à quand? Quand Jean vous parlait tout à l'heure de regard bienveillant de Marine Le Pen, c'est parce que je rappelle qu'il y a eu des consultations avant de nommer Michel Barnier, et qu'en réalité, c'est Marine Le Pen qui a décidé, qui a en quelque sorte coopté Michel Barnier à Matignon, en refusant Xavier Bertrand notamment, qui était à la base un des noms qui était... Est-ce que je peux vous rappeler une chose que vous tous à Paris, vous oubliez? Vous oubliez tous. Alors, on est à Paris, je vous rappelle aussi que ça se passe en France. Non mais d'accord. Allez-y. Ben, une chose très simple, c'est que pour faire tomber le gouvernement, Madame Le Pen devrait s'allier à la gauche. Madame Le Pen n'a pas les voix suffisantes pour faire tomber le gouvernement. Elle l'a déjà fait dans le passé. Elle le fera. C'est elle qui, en réalité... Et la gauche va s'allier à Madame Le Pen? Non, en réalité... la gauche ne peut pas l'empêcher de voter de la motion. Elle peut voter une motion de censure de la gauche. Elle a le doigt sur le bouton, c'est ça en fait qu'il faut entendre. Et la gauche va présenter une motion de censure que Madame Le Pen serait susceptible de voter? Oui. Eh ben, elle a bien tort. Mais Marine Le Pen a déjà voté des motions... Alors, elle a vraiment bien tort. Et elle n'en est pas comptable d'ailleurs. Marine Le Pen a déjà voté des motions prétendument invotables. Hein. Oui. Bah, tant que ça va dans son intérêt. Eh ben, écoutez, il y a toujours Charles de Courson. Eh ben, écoutez, si la gauche fait ça, je ne me reconnais plus du tout dans cette gauche. On verra. On verra. C'est une super belle conclusion. Merci beaucoup Bernard Guetta d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat.